150e nuit. Sire, dit Scheherazade, le médecin juif, voyant le sultan de Casgar disposé à l'entendre, prit ainsi la parole. Histoire racontée par le médecin juif. Pendant que j'étudiais la médecine à Damas et que je commençais à y exercer ce bel art avec quelque réputation, un esclave me vint chercher pour aller voir un malade chez le gouverneur de la ville. Je m'y rendis, et l'on me fit entrer dans une chambre où je trouvai un jeune homme très bien fait, fort abattu du mal qu'il souffrait. Je le saluai en m'asseyant auprès de lui. Il ne répondit point à mon compliment, mais il me fit signe des yeux pour me marquer qu'il m'entendait et qu'il me remerciait. « Seigneur, lui dis-je, je vous prie de me donner la main, que je vous tâte le pouls. » Au lieu de tendre la main droite, il me présenta la gauche, de quoi je fus extrêmement surpris. « Voilà, dis-je en moi-même, une grande ignorance de ne savoir pas que l'on présente la main droite à un médecin et non pas la gauche. » Je ne laissai pas de lui tâter le pouls, et après avoir écrit une ordonnance, je me retirai. Je continuai mes visites pendant 9 jours, et toutes les fois que je lui voulus tâter le pouls, il me tendit la main gauche. Le 10e jour, il me parut se bien porter, et je lui dis qu'il n'avait plus besoin que d'aller au bain. Le gouverneur de Damas, qui était présent, pour me marquer combien il était content de moi, me fit revêtir en sa présence d'une robe très riche en me disant qu'il me faisait médecin de l'hôpital de la ville et médecin ordinaire de sa maison, où je pouvais aller librement manger à sa table, quand il me plairait. Le jeune homme me fit aussi de grandes amitiés et me pria de l'accompagner au bain. Nous y entrâmes, et quand ces gens l'eurent déshabillé, je vis que la main droite lui manquait. Je remarquai même qu'il n'y avait pas longtemps qu'on la lui avait coupée. C'était aussi la cause de sa maladie que l'on m'avait cachée. Et tandis qu'on y appliquait des médicaments propres à le guérir promptement, on m'avait appelé pour empêcher que la fièvre qu'il avait prise n'eût de mauvaises suites. Je fus assez surpris et fort affligé de le voir en cet état. Il le remarqua bien sur mon visage. « Médecin, me dit-il, ne vous étonnez pas de me voir la main coupée. Je vous en dirai quelque jour le sujet, et vous entendrez une histoire des plus surprenantes. » Après que nous fûmes sortis du bain, nous nous mîmes à table, nous nous entretînmes ensuite, et il me demanda s'il pouvait, sans altérer sa santé, s'aller promener hors de la ville, au jardin du gouverneur. Je lui répondis que non seulement il le pouvait, mais qu'il lui était même très salutaire de prendre l'air. « Si cela est, répliqua-t-il, et que vous vouliez bien me tenir compagnie, je vous conterai là mon histoire. » Je repartis que j'étais tout à lui le reste de la journée. Aussitôt, il commanda à ses gens d'apporter de quoi faire la collation, puis nous partîmes et nous nous rendîmes au jardin du gouverneur. Nous y fîmes 2 ou 3 tours de promenade, et après nous être assis sur un tapis que ses gens étendirent sous un arbre qui faisait un bel ombrage, le jeune homme me fit de cette sorte le récit de son histoire. Je suis né à Mossoul, et ma famille est une des plus considérables de la ville. Mon père était l'aîné de 10 enfants que mon aïeul laissa en mourant, tous en vie et mariés. Mais de ce grand nombre de frères, mon père fut le seul qui eut des enfants, encore n'eut-il que moi. Il prit un très grand soin de mon éducation et me fit apprendre tout ce qu'un enfant de ma condition ne devait pas ignorer. « Mais sire, dit Scheherazade en s'arrêtant en cet endroit, l'aurore qui paraît m'impose silence. » À ces mots, elle se tut, et le sultan se leva. 151e nuit. Le lendemain, Scheherazade reprit la suite de son discours. Le médecin juif, dit-elle, continuant de parler au sultan de Casgar. Le jeune homme de Moussoul poursuivit ainsi son histoire. J'étais déjà grand, et je commençais à fréquenter le monde lorsqu'un vendredi je me trouvais à la prière du midi avec mon père et mes oncles, dans la grande mosquée de Moussoul. Après la prière, tout le monde se retira, hors mon père et mes oncles, qui s'assirent sur le tapis qui était étendu par toute la mosquée. Je m'assis aussi avec eux, et s'entretenant de plusieurs choses, la conversation tomba insensiblement sur les voyages. Ils vantèrent les beautés et les singularités de quelques royaumes et de leur ville principale. Mais un de mes oncles,
dit que, si l'on en voulait croire le rapport uniforme d'une infinité de voyageurs, il n'y avait pas au monde un plus beau pays que l'Égypte et un plus beau fleuve que le Nil. Et ce qu'il en raconta m'en donna une si grande idée que dès ce moment je conçus le désir d'y voyager. Ce que mes autres oncles purent dire pour donner la préférence à Bagdad et au Tigre, en appelant Bagdad le véritable séjour de la religion musulmane et la métropole de toutes les villes de la terre, ne fit pas la même impression sur moi. Mon père appuyait le sentiment de celui de ses frères qui avait parlé en faveur de l'Égypte, ce qui me causa beaucoup de joie. « Quoi qu'on en veuille dire, s'écria-t-il, qui n'a pas vu l'Égypte, n'a pas vu ce qu'il y a de plus singulier au monde. La terre y est toute d'or, c'est-à-dire si fertile qu'elle enrichit ses habitants. Toutes les femmes y charment, ou par leur beauté, ou par leurs manières agréables. Si vous me parlez du Nil, y a-t-il un fleuve plus admirable? Quelle eau fut jamais plus légère et plus délicieuse? Le limon, même qu'il entraîne avec lui dans son débordement, n'engraisse-t-il pas les campagnes, qui produisent sans travail 1000 fois plus que les autres terres, avec toute la peine que l'on prend à les cultiver? Écoutez ce qu'un poète, obligé d'abandonner l'Égypte, disait aux Égyptiens. Votre Nil vous comble tous les jours de bien. C'est pour vous uniquement qu'il vient de si loin. Hélas, en m'éloignant de vous, mes larmes vont couler aussi abondamment que ces eaux. Vous allez continuer de jouir de ces douceurs, tandis que je suis condamnée à m'en priver malgré moi. Si vous regardez, ajouta mon père, du côté de l'île que forment les deux branches du Nil les plus grandes, quelle variété de verdure, quel émail de toutes sortes de fleurs, quelle quantité prodigieuse de villes, de bourgades, de canaux et de 1000 autres objets agréables. Si vous tournez les yeux de l'autre côté, en remontant vers l'Éthiopie, combien d'autres sujets d'admiration. Je ne puis mieux comparer la verdure de tant de campagnes arrosées par les différents canaux du Nil qu'à des émeraudes brillantes enchâssées dans de l'argent. N'est-ce pas la ville de l'univers la plus vaste, la plus peuplée et la plus riche que le Grand Caire? Que d'édifices magnifiques, tant publics que particuliers. Si vous allez jusqu'aux pyramides, vous serez saisi d'étonnement. Vous demeurerez immobile à l'aspect de ces masses de pierre d'une grosseur énorme qui s'élèvent jusqu'aux cieux. Vous serez obligé d'avouer qu'il faut que les pharaons, qui ont employé à les construire tant de richesses et tant d'hommes, aient surpassé tous les monarques qui sont venus après eux, non seulement en Égypte, mais sur la terre même, en magnificence et en invention, pour avoir laissé des monuments si dignes de leur mémoire. Ces monuments, si anciens que les savants ne sauraient convenir entre eux du temps qu'on les a élevés, subsistent encore aujourd'hui et dureront autant que les siècles. Je passe sous silence les villes maritimes du royaume d'Égypte, comme Damiette, Rosette, Alexandrie, où je ne sais combien de nations vont chercher 1000 sortes de grains et de toiles, et 1000 autres choses pour la commodité et les délices des hommes. Je vous en parle avec connaissance. J'y ai passé quelques années de ma jeunesse, que je compterai tant que je vivrai, pour les plus agréables de ma vie. Scheherazade parlait ainsi lorsque la lumière du jour, qui commençait à naître, vint lui imposer silence. Mais sur la fin de la nuit suivante, elle reprit le fil de son discours en ces termes. 152e nuit. Mes oncles n'eurent rien à répliquer à mon père, poursuivit le jeune homme de Moussoul, et demeurèrent d'accord de tout ce qu'il venait de dire du Nil, du Caire et de tout le royaume d'Égypte. Pour moi, j'en eus l'imagination si remplie que je n'endormis pas de la nuit. Peu de temps après, mes oncles firent bien connaître eux-mêmes combien ils avaient été frappés du discours de mon père. Ils lui proposèrent de faire tous ensemble le voyage d'Égypte. Il accepta la proposition, et comme ils étaient de riches marchands, ils résolurent de porter avec eux des marchandises qu'ils y puissent débiter. J'appris qu'ils faisaient les préparatifs de leur départ. J'allai trouver mon père, je le suppliai les larmes aux yeux de me permettre de l'accompagner et de m'accorder un fonds de marchandises pour en faire le débit moi-même. « Vous êtes encore trop jeune, me dit-il, pour entreprendre le voyage d'Égypte. La fatigue en est trop grande, et de plus, je suis persuadée que vous vous y perdriez. » Ces paroles ne m'ôtèrent pas l'envie de voyager. J'employai le crédit de mes oncles auprès de mon père. Ils obtinrent enfin que j'irais seulement jusqu'à Damas, où ils me laisseraient, pendant qu'ils continueraient leur voyage jusqu'en Égypte.
La ville de Damas, dit mon père, a aussi ses beautés, et il faut qu'il se contente de la permission que je lui donne d'aller jusque-là. Quelque désir que j'eusse de voir l'Égypte, après ce que je lui en avais ouï dire, il était mon père. Je me soumis à sa volonté. Je partis donc de Moussoul avec mes oncles et lui. Nous traversâmes la Mésopotamie, nous passâmes l'Euphrate, nous arrivâmes à Alep, où nous séjournâmes peu de jours, et de là, nous nous rendîmes à Damas, dont l'abord me surprit très agréablement. Nous logeâmes tous dans un même khan. Je vis une ville grande, peuplée, remplie de beau monde et très bien fortifiée. Nous employâmes quelques jours à nous promener dans tous ces jardins délicieux qui sont aux environs, comme nous pouvons le voir d'ici. Et nous convînmes que l'on avait raison de dire que Damas était au milieu d'un paradis. Mes oncles, enfin, songèrent à continuer leur route. Ils prirent soin auparavant de vendre mes marchandises, ce qu'ils firent si avantageusement pour moi que j'y gagnai 500%. Cette vente produisit une somme considérable, dont je fus ravie de me voir possesseur. Mon père et mes oncles me laissèrent donc à Damas et poursuivirent leur voyage. Après leur départ, j'eus une grande attention à ne pas dépenser mon argent inutilement. Je louai néanmoins une maison magnifique. Elle était toute de marbre, ornée de peintures à feuillage d'or et d'azur. Elle avait un jardin où l'on voyait de très beaux jets d'eau. Je la meublai, non pas à la vérité aussi richement que la magnificence du lieu le demandait, mais du moins assez proprement pour un jeune homme de ma condition. Elle avait autrefois appartenu à un des principaux seigneurs de la ville, nommé Modoun Abd al-Raham, et elle appartenait alors à un riche marchand joaillier, à qui je n'en payais que 2 shérifs par mois. J'avais un assez grand nombre de domestiques. Je vivais honorablement. Je donnais quelquefois à manger aux gens avec qui j'avais fait connaissance, et quelquefois, j'allais manger chez eux. C'est ainsi que je passais le temps à Damas, en attendant le retour de mon père. Aucune passion ne troublait mon repos, et le commerce des honnêtes gens faisait mon unique occupation. Un jour, que j'étais assis à la porte de ma maison et que je prenais le frais, une dame fort proprement habillée et qui paraissait fort bien faite vint à moi et me demanda si je ne vendais pas des étoffes. En disant cela, elle entra dans le logis. En cet endroit, Scheherazade, voyant qu'il était jour, se tut, et la nuit suivante, elle reprit la parole en ces termes. 153e nuit. Quand je vis, dit le jeune homme de Moussoul, que la dame était entrée dans ma maison, je me levai, je fermai la porte, et je la fis entrer dans une salle, où je la priai de s'asseoir. « Madame, lui dis-je, j'ai eu des étoffes qui étaient dignes de vous être montrées, mais je n'en ai plus présentement, et j'en suis très fâchée. » Elle ôta le voile qui lui couvrait le visage et fit briller à mes yeux une beauté dont la vue me fit sentir des mouvements que je n'avais point encore éprouvés. « Je n'ai pas besoin d'étoffes, me répondit-elle. Je viens seulement pour vous voir et passer la soirée avec vous, si vous l'avez pour agréable. Je ne vous demande qu'une légère collation. » Ravie d'une si bonne fortune, je donnai ordre à mes gens de nous apporter plusieurs sortes de fruits et des bouteilles de vin. Nous fûmes servis promptement. Nous mangeâmes, nous bûmes, nous nous réjouîmes jusqu'à minuit. Enfin, je n'avais point encore passé de nuit si agréablement que je passai celle-là. Le lendemain matin, je voulus mettre 10 shérifs dans la main de la dame, mais elle la retira brusquement. « Je ne suis pas venue vous voir dans un esprit d'intérêt, et vous me faites une injure. Bien loin de recevoir de l'argent de vous, je veux que vous en receviez de moi. Autrement, je ne vous reverrai plus. » En même temps, elle tira 10 shérifs de sa bourse et me força de les prendre. « Attendez-moi dans 3 jours, me dit-elle, après le coucher du soleil. » À ces mots, elle prit congé de moi, et je sentis qu'en partant, elle emportait mon cœur avec elle. Au bout de 3 jours, elle ne manqua pas de venir à l'heure marquée, et je la reçus aussi avec toute la joie d'un homme qui l'attendait impatiemment. Nous passâmes la soirée et la nuit comme la première fois, et le lendemain, en me quittant, elle promit de revenir me voir encore dans 3 jours. Mais elle ne voulut point partir que je n'eusse reçu 10 nouveaux shérifs. Étant revenue pour la 3e fois, et lorsque le vin nous eut échauffés tous deux, elle me dit « Mon cher cœur, que pensez-vous de moi? Ne suis-je pas belle et amusante ?»« Madame, lui répondis-je,
Cette question, ce me semble, est assez inutile. Toutes les marques d'amour que je vous donne doivent vous persuader que je vous aime. Je suis charmée de vous voir et de vous posséder. Vous êtes ma reine, ma sultane. Vous faites tout le bonheur de ma vie. Ah, je suis rassurée, me dit-elle, que vous cesseriez de tenir ce langage si vous aviez vu une dame de mes amies qui est plus jeune et plus belle que moi. Elle a l'humeur si enjouée qu'elle ferait rire les gens les plus mélancoliques. Il faut que je vous l'amène ici. Je lui ai parlé de vous. Et sur ce que je lui en ai dit, elle meurt d'envie de vous voir. Elle m'a prié de lui procurer ce plaisir, mais je n'ai pas osé la satisfaire sans vous en avoir parlé auparavant. Madame, repris-je, vous ferez ce qu'il vous plaira, mais quelque chose que vous me puissiez dire de votre ami, je défie tous ses attraits de vous ravir mon cœur, qui est si fortement attaché à vous, que rien n'est capable de l'en détacher. Prenez-y bien garde, répliqua-t-elle. Je vous avertis que je veux mettre votre amour à une étrange épreuve. Nous en demeurâmes là, et le lendemain, en me quittant, au lieu de 10 shérifs, elle m'en donna 15, que je fus obligée d'accepter. Souvenez-vous, me dit-elle, que vous aurez dans 2 jours une nouvelle hôtesse. Songez à la bien recevoir. Nous viendrons à l'heure accoutumée, après le coucher du soleil. Je fis orner la salle et préparer une belle collation pour le jour qu'elle devait venir. Scheherazade s'interrompit en cet endroit, parce qu'elle remarqua qu'il était jour. La nuit suivante, elle reprit la parole en ces termes. 154e nuit. Sire, le jeune homme de Moussoul continuant de raconter son histoire au médecin juif. J'attendis, dit-il, les 2 dames avec impatience, et elles arrivèrent enfin à l'entrée de la nuit. Elles se dévoilèrent l'une et l'autre, et si j'avais été surpris de la beauté de la première, j'eus sujet de l'être bien davantage lorsque je vis son amie. Elle avait des traits réguliers, un visage parfait, un teint vif, et des yeux si brillants que je pouvais à peine en soutenir l'éclat. Je la remerciai de l'honneur qu'elle me faisait et la suppliai de m'excuser si je ne la recevais pas comme elle le méritait. « Laissons là les compliments, me dit-elle. Ce serait à moi à vous en faire sur ce que vous avez permis que mon ami m'amenât ici. Mais, puisque vous voulez bien me souffrir, quittons les cérémonies et ne songeons qu'à nous réjouir. » Comme j'avais donné ordre qu'on nous servît la collation dès que les dames seraient arrivées, nous nous mîmes bientôt à table. J'étais vis-à-vis de la nouvelle venue, qui ne cessait de me regarder en souriant. Je ne pus résister à ses regards vainqueurs, et elle se rendit maîtresse de mon cœur sans que je pusse m'en défendre. Mais elle prit aussi de l'amour en m'en inspirant, et loin de se contraindre, elle me dit des choses assez vives. L'autre dame, qui nous observait, n'en fit d'abord que rire. « Je vous l'avais bien dit, s'écria-t-elle en m'adressant la parole, que vous trouveriez mon amie charmante, et je m'aperçois que vous avez déjà violé le serment que vous m'avez fait de m'être fidèle. »« Madame, lui répondis-je, en riant aussi comme elle, vous auriez sujet de vous plaindre de moi si je manquais de civilité pour une dame que vous m'avez amenée et que vous chérissez. Vous pourriez me reprocher l'une et l'autre que je ne saurais pas faire les honneurs de ma maison. » Nous continuâmes de boire, mais à mesure que le vin nous échauffait, la nouvelle dame et moi, nous agacions avec si peu de retenue que son amie en conçut une jalousie violente, dont elle nous donna bientôt une marque bien funeste. Elle se leva et sortit en nous disant qu'elle allait revenir. Mais peu de moments après, la dame qui était restée avec moi changea de visage. Il lui prit de grandes convulsions, et enfin, elle rendit l'âme entre mes bras, tandis que j'appelais du monde pour m'aider à la secourir. Je sors aussitôt, je demande l'autre dame, mais j'en me dire qu'elle avait ouvert la porte de la rue et qu'elle s'en était allée. Je soupçonnais alors, et rien n'était plus véritable, que c'était elle qui avait causé la mort de son amie. Effectivement, elle avait eu l'adresse et la malice de mettre une pincée d'un poison très violent dans la dernière tasse qu'elle lui avait présentée elle-même. Je fus vivement affligée de cet accident. Que ferais-je ? dis-je alors en moi-même. Que vais-je devenir ? Comme je crus qu'il n'y avait pas de temps à perdre, je fis lever par mes gens, à la clarté de la lune et sans bruit, une des grandes pièces de marbre dont la cour de ma maison était pavée, et fis creuser en diligence une fosse
où ils enterrèrent le corps de la jeune dame. Après qu'on m'eut remis la pièce de marbre, je pris un habit de voyage avec tout ce que j'avais d'argent, et je fermai tout, jusqu'à la porte de ma maison, que je scellai et cachetai de mon sceau. J'allai trouver le marchand joaillier qui en était le propriétaire. Je lui payai ce que je lui devais de loyer avec une année d'avance. Et lui donnant la clé, je le priai de me la garder. « Une affaire pressante, lui dis-je, m'oblige à m'absenter pour quelque temps. Il faut que j'aille trouver mes oncles au Caire. » Enfin, je pris congé de lui, et pour le moment, je montai à cheval et partis avec les gens qui m'attendaient. Le jour, qui commençait à paraître, imposa silence à Scheherazade en cet endroit. La nuit suivante, elle reprit son discours de la sorte. 155e nuit. Mon voyage fut heureux, poursuivit le jeune homme de Moussoul. J'arrivai au Caire sans avoir fait aucune mauvaise rencontre. J'y trouvai mes oncles qui furent étonnés de me voir. Je leur dis pour excuse que je m'étais ennuyé de les attendre et que, ne recevant d'eux aucune nouvelle, mon inquiétude m'avait fait entreprendre ce voyage. Ils me reçurent fort bien et promirent de faire en sorte que mon père ne me sût pas mauvais gré d'avoir quitté Damas sans sa permission. Je logeai avec eux dans le même khan et vis tout ce qu'il y avait de beau à voir au Caire. Comme ils avaient achevé de vendre leurs marchandises, ils parlaient de s'en retourner à Moussoul, et ils commençaient déjà à faire leurs préparatifs de départ. Mais n'ayant pas vu tout ce que j'avais envie de voir en Égypte, je quittai mes oncles et allai me loger dans un quartier fort éloigné de leur khan, et je ne parus point qu'ils ne fussent partis. Ils me cherchèrent longtemps par toute la ville, mais ne me trouvant point, ils jugèrent que le remords d'être venu en Égypte contre la volonté de mon père m'avait obligé de retourner à Damas sans leur en rien dire. Et ils partirent dans l'espérance de m'y rencontrer et de me prendre en passant. Je restai donc au Caire après leur départ, et j'y demeurai 3 ans pour satisfaire pleinement la curiosité que j'avais de voir toutes les merveilles de l'Égypte. Pendant ce temps-là, j'eus soin d'envoyer de l'argent au marchand joaillier, en lui demandant de me conserver sa maison, car j'avais dessein de retourner à Damas et de m'y arrêter encore quelques années. Il ne m'arriva point d'aventure au Caire qui mérite de vous être racontée, mais vous allez sans doute être fort surpris de celle que j'éprouvais quand je fus de retour à Damas. En arrivant en cette ville, j'allais descendre chez le marchand joaillier qui me reçut avec joie et qui voulut m'accompagner lui-même jusque dans ma maison, pour me faire voir que personne n'y était entré pendant mon absence. En effet, le sceau était encore en entier sur la serrure. J'entrai et trouvai toutes choses dans le même état où je les avais laissées. En nettoyant et en balayant la salle où j'avais mangé avec les dames, un de mes gens trouva un collier d'or en forme de chaîne, où il y avait d'espace en espace 10 perles très grosses et très parfaites. Il me l'apporta, et je le reconnus pour celui que j'avais vu au cou de la jeune dame qui avait été empoisonnée. Je compris qu'il s'était détaché, et qu'il était tombé sans que je m'en fusse aperçu. Je ne pus le regarder sans verser des larmes, en me souvenant d'une personne si aimable, et que j'avais vu mourir d'une manière si funeste. Je l'enveloppai et le mis précieusement dans mon sein. Je passai quelques jours à me remettre de la fatigue de mon voyage, après quoi je commençai à voir les gens avec qui j'avais fait autrefois connaissance. Je m'abandonnai à toutes sortes de plaisirs, et insensiblement, je dépensai tout mon argent. Dans cette situation, au lieu de vendre mes meubles, je résolus de me défaire du collier. Mais je me connaissais si peu en perles que je m'y pris fort mal, comme vous allez l'entendre. Je me rendis au Bezestin, où, tirant à part un crieur et lui montrant le collier, je lui dis que je voulais le vendre et que je le priais de le faire voir aux principaux joailliers. Le crieur fut surpris de voir ce bijou. « Ah, la belle chose !» s'écria-t-il, après l'avoir regardé longtemps avec admiration. « Jamais nos marchands n'ont rien vu de si riche. Je vais leur faire un grand plaisir, et vous ne devez pas douter qu'ils ne le mettent à un haut prix, à l'envie l'un de l'autre. » Il me mena à une boutique, et il se trouva que c'était celle du propriétaire de ma maison. « Attendez-moi ici, » me dit le crieur. « Je reviendrai bientôt vous apporter la réponse. » Tandis qu'avec beaucoup de secret, il alla de marchand en marchand montrer le collier, je m'assis près du joaillier, qui fut bien aise de me voir, et nous commençâmes à nous entretenir de choses indifférentes. Le crieur revint, et me prenant en particulier,
au lieu de me dire qu'on estimait le collier pour le moins 2000 shérifs, il m'assura qu'on n'en voulait donner que 50. C'est qu'on m'a dit, ajouta-t-il, que les perles étaient fausses. Voyez si vous voulez le donner à ce prix-là. Comme je le crus sur parole et que j'avais besoin d'argent, allez, lui dis-je, je m'en rapporte à ce que vous me dites, et à ceux qui s'y connaissent mieux que moi. Livrez-le, et m'en apportez l'argent tout à l'heure. Le crieur m'était venu offrir 50 shérifs de la part du plus riche joaillier du Bezestin, qui n'avait fait cette offre que pour me sonder et savoir si je connaissais bien la valeur de ce que je mettais en vente. Aussi, il n'eut pas plus tôt appris ma réponse qu'il mena le crieur avec lui chez le lieutenant de police, à qui, montrant le collier, « Seigneur, dit-il, voilà un collier qu'on m'a volé, et le voleur, déguisé en marchand, a eu la hardiesse de venir l'exposer en vente, et il est actuellement dans le Bezestin. Il se contente, poursuivit-il, de 50 shérifs pour un joyau qui en vaut 2000. Rien ne saurait mieux prouver que c'est un voleur. » Le lieutenant de police m'envoya arrêter sur le champ, et lorsque je fus devant lui, il me demanda si le collier qu'il tenait à la main n'était pas celui que je venais de mettre en vente au Bezestin. Je lui répondis que oui. « Est-il vrai, reprit-il, que vous le voulez livrer pour 50 shérifs ? J'en demeurai d'accord. Eh bien, dit-il alors d'un ton moqueur, qu'on lui donne la bastonnade. Il nous dira bientôt avec son bel habit de marchand qu'il n'est qu'un franc voleur, qu'on le batte jusqu'à ce qu'il l'avoue. La violence des coups de bâton me fit faire un mensonge. Je confessai, contre la vérité, que j'avais volé le collier, et aussitôt, le lieutenant de police me fit couper la main. Cela causa un grand bruit dans le Bezestin, et je fus à peine de retour chez moi que je vis arriver le propriétaire de la maison. « Mon fils, me dit-il, vous paraissez un homme si sage et si bien élevé. Comment est-il possible que vous ayez commis une action aussi indigne que celle dont je viens d'entendre parler ? Vous m'avez instruit vous-même de votre bien, et je ne doute pas qu'il ne soit tel que vous me l'avez dit. Que ne m'avez-vous demandé de l'argent ? Je vous en aurais prêté. Mais, après ce qui vient d'arriver, je ne puis souffrir que vous logiez plus longtemps dans ma maison. Prenez votre parti. Allez chercher un autre logement. » Je fus extrêmement mortifié de ces paroles. Je priai le joaillier, les larmes aux yeux, de me permettre de rester encore 3 jours dans sa maison, ce qu'il m'accorda. « Hélas, m'écriai-je, quel malheur et quel affront! Oserais-je retourner à Moussoul ? Tout ce que je pourrais dire à mon père sera-t-il capable de lui persuader que je suis innocent ?» Scheherazade s'arrêta en cet endroit, parce qu'elle vit paraître le jour. Le lendemain, elle continua cette histoire en ces termes. 156e nuit. 3 jours après que ce malheur me fut arrivé, dit le jeune homme de Moussoul, je vis avec étonnement entrer chez moi une troupe de gens du lieutenant de police, avec le propriétaire de ma maison, et le marchand qui m'avait accusé faussement de lui avoir volé le collier de perles. Je leur demandai ce qui les amenait, mais au lieu de me répondre, ils me lièrent et me garrottèrent en m'accablant d'injures, en me disant que le collier appartenait au gouverneur de Damas, qu'il l'avait perdu depuis plus de 3 ans, et qu'en même temps une de ses filles avait disparu. Jugé de l'état où je me trouvais en apprenant cette nouvelle, je pris néanmoins ma résolution. Je dirai la vérité au gouverneur, disais-je en moi-même. Ce sera à lui de me pardonner ou de me faire mourir. Lorsqu'on m'eut conduit devant lui, je remarquai qu'il me regarda d'un œil de compassion, et j'en tirai un bon augure. Il me fit délier, et puis s'adressant au marchand joaillier, mon accusateur, et au propriétaire de ma maison, « Est-ce là, leur dit-il, l'homme qui a exposé en vente le collier de perles ?» Ils ne lui eurent pas plutôt répondu que oui, qu'il dit « Je suis assuré qu'il n'a pas volé le collier, et je suis fort étonné qu'on lui ait fait une si grande injustice. » Rassuré par ces paroles, « Seigneur, m'écriai-je, je suis en effet très innocent. Je suis persuadé même que le collier n'a jamais appartenu à mon accusateur, que je n'ai jamais vu, et dont l'horrible perfidie est cause qu'on m'a traité si indignement. Il est vrai que j'ai confessé que j'avais fait le vol, mais j'ai fait cet aveu contre ma conscience, pressée par les tourments, et pour une raison que je suis prête à vous dire, si vous avez la bonté de vouloir m'écouter. »« J'en sais déjà assez, » répliqua le gouverneur, « pour vous rendre tout à l'heure une partie de la justice qui vous est due. Qu'on ôte d'ici
continua-t-il, le faux accusateur, et qu'il souffre le même supplice qu'il a fait souffrir à ce jeune homme, dont l'innocence m'est connue. On exécuta sur le champ l'ordre du gouverneur. Le marchand joaillier fut amené et puni comme il le méritait. Après cela, le gouverneur, ayant fait sortir tout le monde, me dit « Mon fils, racontez-moi sans crainte de quelle manière ce collier est tombé entre vos mains, et ne me déguisez rien. » Alors, je lui découvris tout ce qui s'était passé et lui avouai que j'avais mieux aimé passer pour un voleur que de révéler cette tragique aventure. « Grand Dieu !» s'écria le gouverneur dès que j'eus achevé de parler. « Vos jugements sont incompréhensibles, et nous devons nous y soumettre sans murmurer. Je reçois avec une soumission entière le coup dont il vous a plu de me frapper. » Ensuite, m'adressant la parole, « Mon fils, me dit-il, après avoir écouté la cause de votre disgrâce, dont je suis très affligé, je veux vous faire aussi le récit de la mienne. Apprenez que je suis père de ces deux dames dont vous venez de m'entretenir. » En achevant ces derniers mots, Scheherazade vit paraître le jour. Elle interrompit sa narration. Et sur la fin de la nuit suivante, elle continua de cette manière. 157e nuit. Sire, dit-elle, voici le discours que le gouverneur de Damas tint au jeune homme de Moussoul. Mon fils, dit-il, sachez donc que la première dame, qui a eu l'effronterie de vous aller chercher jusque chez vous, était l'aînée de toutes mes filles. Je l'avais mariée au Caire à un de ses cousins, au fils de mon frère. Son mari mourut. Elle revint chez moi, corrompue par 1000 méchancetés qu'elle avait apprises en Égypte. Avant son arrivée, sa cadette, qui est morte d'une manière si déplorable entre vos bras, était fort sage et ne m'avait jamais donné aucun sujet de me plaindre de ses mœurs. Son aînée fit avec elle une liaison étroite et la rendit insensiblement aussi méchante qu'elle. Le jour qui suivit la mort de sa cadette, comme je ne la vis pas en me mettant à table, j'en demandai des nouvelles à son aînée, qui était revenue au logis. Mais au lieu de me répondre, elle se mit à pleurer si amèrement que j'en conçus un présage funeste. Je la pressai de m'instruire de ce que je voulais savoir. « Mon père, me répondit-elle en sanglotant, je ne puis vous dire autre chose, sinon que ma sœur prit hier son plus bel habit, son beau collier de perles, sortit et n'a point paru depuis. Je fis chercher ma fille par toute la ville, mais je ne pus rien apprendre de son malheureux destin. Cependant, l'aînée, qui se repentait sans doute de sa fureur jalouse, ne cessa de s'affliger et de pleurer la mort de sa sœur. Elle se priva même de toute nourriture, et par là mit fin à ses déplorables jours. Voilà, continua le gouverneur, quelle est la condition des hommes, tels sont les malheurs auxquels ils sont exposés. Mais mon fils, ajouta-t-il, comme nous sommes tous deux également infortunés, unissons nos déplaisirs, ne nous abandonnons point l'un l'autre. Je vous donne en mariage une troisième fille que j'ai. Elle est plus jeune que ses sœurs et ne leur ressemble nullement par sa conduite. Elle a même plus de beauté qu'elles n'en ont eu, et je puis vous assurer qu'elle est d'humeur propre à vous rendre heureux. Vous n'aurez pas d'autre maison que la mienne, et après ma mort, vous serez, vous et elle, mes seuls héritiers. Seigneur, lui dis-je, je suis confus de toutes vos bontés, et je ne pourrai jamais vous en marquer assez de reconnaissance. Brisons-la, interrompit-il, ne consumons pas le temps en vains discours. En disant cela, il fit appeler des témoins. Ensuite, j'épousai sa fille sans cérémonie. Il ne se contenta pas d'avoir fait punir le marchand joaillier qui m'avait faussement accusé. Il fit confisquer à mon profit tous ses biens, qui sont très considérables. Enfin, depuis que vous venez chez le gouverneur, vous avez pu voir en quelle considération je suis auprès de lui. Je vous dirai de plus qu'un homme envoyé par mes oncles en Égypte, exprès pour m'y chercher, ayant en passant découvert que j'étais en cette ville, me rendit hier une lettre de leur part. Il me mande la mort de mon père et m'invite à aller recueillir sa succession à Moussoul. Mais comme l'alliance et l'amitié du gouverneur m'attachent à lui et ne me permettent pas de m'en éloigner, j'ai renvoyé l'exprès avec une procuration pour me faire tenir tout ce qui m'appartient. Après ce que vous venez d'entendre, j'espère que vous me pardonnerez l'incivilité que je vous ai faite durant le cours de ma maladie, en vous présentant la main gauche au lieu de la droite. Voilà, dit le médecin juif au sultan de Casgar, ce que me raconta le jeune homme de Moussoul.
Je demeurai à Damas tant que le gouverneur vécut. Après sa mort, comme j'étais à la fleur de mon âge, j'eus la curiosité de voyager. Je parcourus toute la Perse et allai dans les Indes. Et enfin, je suis venu m'établir dans votre capitale où j'exerce avec honneur la profession de médecin. Le sultan de Kasgar trouva cette dernière histoire assez agréable. « J'avoue, dit-il au juif, que ce que tu viens de raconter est extraordinaire. Mais franchement, l'histoire du bossu l'est encore davantage et bien plus réjouissante. Ainsi, n'espère pas que je te donne la vie, non plus qu'aux autres. Je vais vous faire pendre tous quatre. »« Attendez de grâce, sire !» s'écria le tailleur, en s'avançant et se prosternant aux pieds du sultan. « Puisque votre majesté aime les histoires plaisantes, celle que j'ai à lui conter ne lui déplaira pas. »« Je veux bien t'écouter aussi, » lui dit le sultan, « mais ne flatte pas que je te laisse vivre, à moins que tu ne me dises quelque aventure plus divertissante que celle du bossu. » Alors le tailleur, comme s'il eût été sûr de son fait, prit la parole avec confiance et commença son récit en ces termes. Histoire que raconta le tailleur. Un bourgeois de cette ville me fit l'honneur, il y a 2 jours, de m'inviter à un festin qu'il donnait hier matin à ses amis. Je me rendis chez lui de très bonne heure et j'y trouvai environ 20 personnes. Nous n'attendions plus que le maître de la maison qui était sorti pour quelque affaire. Lorsque nous le vîmes arriver, accompagné d'un jeune étranger très proprement habillé, fort bien fait, mais boiteux. Nous nous levâmes tous et pour faire honneur au maître du logis, nous priâmes le jeune homme de s'asseoir avec nous sur le sofa. Il était prêt à le faire lorsque, apercevant un barbier qui était de notre compagnie, il se retira brusquement en arrière et voulut sortir. Le maître de la maison, surpris de son action, l'arrêta. « Où allez-vous » lui dit-il. « Je vous amène avec moi pour me faire l'honneur d'être d'un festin que je donne à mes amis, et à peine êtes-vous entré que vous voulez sortir. »« Seigneur, » répondit le jeune homme, « au nom de Dieu, je vous supplie de ne pas me retenir et de permettre que je m'en aille. Je ne puis voir sans horreur cet abominable barbier que voilà. Quoiqu'il soit né dans un pays où tout le monde est blanc, il ne laisse pas de ressembler à un Éthiopien. Mais il a l'âme encore plus noire et plus horrible que le visage. » Le jour qui parut en cet endroit empêcha Scheherazade d'en dire davantage cette nuit. Mais la nuit suivante, elle reprit ainsi sa narration. Bonjour et bienvenue sur le 1001e vlog lecture des 1001 nuits. J'ai arrêté de compter. Nous allons tâcher d'ignorer Gabi qui est juste là et qui est en train de miauler. Regardez, vous avez vu, il y a une oreille. Alors, malgré l'improbabilité totale de cette coiffure, donc j'ai choisi de m'arrêter ici parce qu'on démarre l'histoire que raconte le tailleur. L'histoire de Barbier, ça sera après. Et j'avais dû vous le dire dans le précédent vlog lecture, en fait, il y aura l'histoire du Barbier et l'histoire de ses 6 frères, ou 7 frères. Donc un petit peu comme le voyage de Sinbad, je couperai ça sans doute en 2. Et on est à combien de pourcents là? On est à la page 226 sur 257, donc vous voyez ça, on a quasiment fini, on est à 84% du livre. On a encore des femmes qui sont trompeuses et qui sont tueuses et qui sont assassins, ma foi. Je trouve qu'on est toujours, en fait, moi je me mets un peu dans la psychologie de Scheherazade qui raconte ces histoires-là. Il y a quand même des histoires de pardon parce qu'au final le père des 2 filles là, il a aucune raison de pardonner au mec à qui il manque une main le fait que sa plus jeune, enfin que sa 2e fille ait été tuée et que sa première en plus se soit laissée mourir de faim. Mais il a aucune raison de lui pardonner. Et oh putain, mais quelle est chiante. Si. Elle s'est allongée sur ma souris. Du coup, le truc qui me manque un peu, c'est que des fois, il y avait en fin ou en début de nuit un petit peu plus de matière sur ce que vit Scheherazade, Narzad, Shahryar. Là, c'est toujours très froid au final. Il n'y a que ça comme information, le fait que Scheherazade raconte son histoire, l'interrompt quand le jour se lève et la reprend le lendemain. Du coup, ça me manque, moi. Franchement, ça me manque un peu.
Mais cette histoire, je suis pas très fan encore parce qu'en fait, je pense que ça commence à me saouler. La place de... Enfin, le rôle qu'on donne aux femmes dans les Mille et une nuits. Alors, évidemment, ce sont des contes qui sont très vieux, qui viennent de loin de chez nous et qui ne sont plus du tout en rapport avec, ce qu'on peut lire de nos jours, avec notre société, avec... c'est très ancien tout ça. Il y en a qui viennent peut-être du IIIe siècle. Donc pour des contes qui ont potentiellement 2000 ans presque, ou 1700 ans par là, oui. Alors à un moment je me suis dit, quand il y a la description des deux femmes, enfin de la première femme qui est très belle, de la seconde femme qui est très belle, qui ne vient que la nuit, qui dit je reviendrai dans 3 jours, tiens je te donne des sous, je reviens dans 3 jours, tiens je te donne encore plus d'argent, etc. Je me suis demandé si on n'avait pas encore là affaire à une créature, éventuellement une fée. J'ai pensé aussi une créature de la nuit type vampire. Je suis pas sûre que les vampires existent pas forcément dans les Mille et une nuits, mais dans les sociétés arabo-musulmanes, on va dire. Je sais pas si c'est le bon terme, mais du Maghreb et de Perse, on va dire. Je sais pas si la figure du vampire existe telle qu'on la connaît. Donc une créature qui était humaine, qui s'est transformée en autre chose, qui a besoin de se nourrir de sang et qui craint la lumière et qui craint l'ail. Souvenez-vous de l'histoire du repas avec de l'ail, là, ça m'avait fait rire. On n'a pas lu énormément de nuits, je crois qu'on en a lu... Oh, quoique... Oh putain, mais quelle est chiante. On en a lu 8, là. Donc c'est vrai que c'est plus court que des nuits précédentes, enfin des contes précédents où j'avais un petit peu plus rushé au niveau de la lecture. Mais bon, en même temps, hein, pourquoi pas faire quelque chose d'un petit peu plus court aussi. Donc voilà, je suis assez... J'ai pas grand chose à dire sur ces contes-là, je sais pas... Soit c'est un petit peu répétitif, soit ça manque un peu de matière, mais j'y étais pas plus que ça attachée. Et on retrouve encore une espèce de figure de sultan toujours le même sultan d'ailleurs, qui a un petit peu une espèce de pouvoir absolu et qui peut donner vie ou mort sur une simple décision à peu près n'importe qui. On a de la justice expéditive aussi, mais bon, ça date, donc je pense que les enquêtes à l'époque, c'était... Enfin, des enquêtes pour des meurtres ou des trucs comme ça, c'était assez light. Hein. Comment est-ce que vous voulez qu'ils fassent? À part dire que, tiens, elle a disparu. Ma fille aînée, elle s'est laissée mourir de chagrin. Donc la deuxième, elle est potentiellement morte. Et... ouais, c'est assez particulier. Et je trouve qu'au final, les personnages masculins qui se font plus ou moins rouler dans la farine comme ça, ils sont à la fois trop accusés en fait au niveau de la justice à tort et trop pardonnés aussi parce que il a quand même sa part de responsabilité parce qu'il avait promis à la première femme qui était déjà très belle qu'il lui serait fidèle. Et en plus, cette gourde, elle ramène sa sœur qui est encore plus belle en lui disant « Attention, hein, tu m'es fidèle. Hein. » Et elle a juste tué sa sœur. Tout va bien. Mais les gens vont parfaitement bien dans ce pays à cette époque. Enfin, voyons, n'importe quoi. Je crois qu'en fait, l'histoire du bossu, au final, c'est vrai ce que disait Céline aussi. Moi, je l'avais trouvé assez drôle parce qu'il y a le côté ridicule où on se passe le cadavre parce que « Oula, non, c'est pas moi qui l'ai tué. Tiens, on va le filer au voisin. » Et puis d'un autre, on a quand même un mec, enfin si on le prend du point de vue d'aujourd'hui, on a un gars qui est mort accidentellement chez quelqu'un, dont le corps a été déplacé, a été battu, a été mutilé plus ou moins, dont le corps n'a pas été respecté. Tout ça parce que les gens se filent la responsabilité de cette mort qui est accidentelle. C'était peut-être plus simple de dire, en fait il s'est étouffé. On n'a rien pu faire. Mais je sais pas, c'est bizarre. Ça dit peut-être pas mal de choses sur la justice du pays à cette époque, ou tout simplement sur un conte. Sur un conte où il n'y a pas de caractérisation de personnage. Putain, mon chat est trop chiant.
Il n'y a pas de il n'y a pas de caractérisation de personnage et il n'y a pas de réalisme au final. Parce que, bon, je vais peut-être pas aller faire de recherche sur comment était gérée la justice en Perse ou en Irak entre le 3e et le 10e siècle, parce que, bon, non. Parce que ça va être très chiant à chercher, hein, mais je pense quand même que niveau justice, c'était sans doute autre chose que ça. Enfin, pour couvrir l'histoire du barbier et de ses 6 frères, je vais le couper en 2 pour pas que ce soit trop long. Et comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog lecture, les 2 dernières nuits, je vais les passer au volume 2 parce que si je commence à les raconter maintenant et que vous avez la suite dans 3-4 mois, vous allez tout zapper, ce qui est complètement logique. Et moi aussi. Donc on s'arrêtera là. Elle me fait chier la minette. Bon, au final, ça va clore, il me semble, ça va clore cette histoire de justice. Non mais sans déconner. Attendez, je vous montre parce que c'est quand même trop drôle. Et ma souris, elle est là. Ce chat ne prend pas de place du tout. Mais vous savez, en fait, moi je tourne ici dans le bureau de mon copain. Il y a 2 bureaux, il travaille là en journée, en semaine évidemment, avec son collègue. Et elle fait ça en fait. Donc lui, il est en train de faire cette ligne de code et compagnie. Et le chat est allongé parce qu'elle est épuisée évidemment. Donc elle peut s'allonger sur son ordinateur, l'éteindre, renverser des trucs, s'asseoir sur ses genoux, des trucs comme ça. Donc il n'a pas de visioconférence ou de trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'elle prend un tout petit peu de place. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à tout bientôt. Et rêvez tout grand.